Hello tout le monde, ici Pegajinka et bienvenue dans cette review des épisodes 10 à 13, il me semble, de Beyblade Squad Strike. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je m'excuse avant de commencer concernant évidemment le retard qu'ont pris les différentes reviews. Je dois avouer qu'il y avait quand même pas mal de choses à traiter, que ce soit avec les nouvelles concernant Beyblade X ou tout simplement d'autres vidéos à faire. Ceci étant, j'ai appris qu'il allait y avoir un hiatus après cet épisode 13 qui allait reprendre soit en juillet, soit en septembre. J'ai pas vraiment de sources sûres concernant ça, donc je sais qu'il y aura un hiatus. Quand ça va reprendre, ça, j'en ai aucune idée. Mais du coup, ce sera l'occasion de vous donner mon avis sur ces épisodes-là. Et puis on essaiera évidemment de reprendre un rythme hebdomadaire quand on verra l'épisode 14. Donc du coup, je vais faire un petit résumé pour ceux qui les ont pas vus de ces 4 épisodes. Dans l'ensemble, on a eu la fin de l'arc Shaka ainsi que le début et la fin de l'arc des Hasahi. Ou devrais-je dire des Isahi vu qu'on est en version anglaise. Euh, pour être totalement honnête avec vous, je suis très satisfait de tout ce qu'il y a eu. Vraiment, je suis agréablement surpris. Parce que les gros points que je vais aborder, ça va être les thématiques intrinsèques à chacun des personnages qui nous ont été présentés. Et aussi, du coup, la quête, on va dire un peu annexe, même si j'aime pas vraiment ça, parce que ça fait quand même partie principalement du plot, de Pri, ainsi que sa relation avec Pax, où là on aura eu un bon coup de boost, et j'aurais quelques mots à dire sur pouvoir élémentaire, parce que j'ai deux trois petites idées que j'avais pas abordées, alors que en vrai maintenant que j'en parle ça me semble assez évident. Euh, et aussi un truc où je m'y attendais pas, et j'ai été agréablement surpris que ce fut le cas, tout simplement une liaison avec les saisons précédentes. Donc moi ça m'a très agréablement surpris et on va parler de ça ensemble. Donc l'épisode 10 et la fin de l'arc Shaka tout simplement euh, va se terminer de manière somme toute assez classique avec du coup un affrontement entre Bell et Shaka qui mine de rien euh, m'aura satisfait personnellement. Je sais que pas mal de gens ont été en mode putain, Belle perd encore, ça casse les couilles. Personnellement, je l'ai pas vraiment vu comme une défaite, ou tout du moins pas comme une défaite comme les autres. C'est-à-dire que je l'ai vraiment vu s'améliorer dans ce combat, je l'ai vraiment vu faire des stratégies, je l'ai vraiment vu progresser. Et même s'il a perdu, même s'il lui reste encore quelque chose à progresser, à avancer, mine de rien, moi ça m'a vachement satisfait comme combat. Il y a le côté dark de Shaka également que j'ai pas compris. Très stylé, genre incroyable. Le burst était absolument dantesque en termes de puissance évocatrice. La mise en scène avant avec l'espèce de spirale d'ombre et les yeux de Shaka remplis de noir avec juste les yeux rouges, ça m'a choqué, vraiment. Parce qu'en plus j'avais déjà vu l'image de Shaka avec les yeux rouges, je me suis dit, ah, tiens, 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 c'est bizarre ça. Concrètement, je sais pas si ce sera un coup d'éclat ou si, quand on reverra Shaka, ce sera un vrai truc qui va être développé. Mais ça m'a surpris, ça m'a rendu curieux. Et j'espère en savoir, et j'espère en voir plus, personnellement. Donc, non, à ce niveau-là, ça m'a plutôt bien surpris. Comme j'ai dit, le combat entre Bell et Shaka, c'est l'occasion pour Bell de tester un peu la facette défensive de sa nouvelle Divine Bellfire. De le voir progresser, notamment en termes de lancer. Il y a juste un enjeu qui est un peu débile, je trouve, personnellement, dans cet épisode-là, qui est en gros de savoir si le grand-père de Belle va aller avec Shaka ou s'il va rester avec Belle. Et le grand-père a même pas son mot à dire. C'était marrant. On a vu à la fin de l'épisode, même si on s'en doutait que c'était quand même un truc assez débile, c'était assez enfantin. Ça a rien rajouté, ça a rien enlevé, ça a rien gâché. Moi personnellement, j'ai compris les intentions derrière. Parce que c'est vrai que le but c'était essentiellement de faire progresser Belle en termes d'engagement dans le combat pour le faire progresser de manière intrinsèque à Beyblade. Ça m'a suffi, j'ai trouvé ça cool. Et comme je l'ai mentionné dans certaines reviews précédentes, ça rentrait un peu dans le côté wholesome de la série. Il y a eu un petit combat aussi entre Volt et Shaka que j'ai apprécié parce que
Pour le coup, c'est l'admiration de Bell qu'il a vis-à-vis de ce combat qui m'a vraiment fait plaisir. C'est-à-dire qu'il ressentait la passion des deux rivaux qui s'affrontaient et qui, du coup, juste voulaient s'amuser en jouant Beyblade et juste se confronter l'un à l'autre. On voit même pas la conclusion de ce combat, et pour moi, ça joue vraiment dans la mise en scène, si tu veux. Donc ce combat m'a vraiment très agréablement surpris, et ce qu'il transmettait était vraiment cool. Donc voilà, l'arc Shaka a pas apporté grand-chose, moins que l'arc de Ken, en tout cas dans le développement de Prix. Si, peut-être un peu dans le développement de Bell, mais mine de rien, comme j'ai dit, le truc c'est que le personnage de Bell part assez mal dans Quad Drive slash Dynamic Battle. Et du coup, bah, c'est une progression que je trouve assez classique en comparaison à celle de Prix personnellement. Donc l'arc aurait été sympathique à suivre, mais il aura pas cassé trois pattes à un canard, ça c'est sûr. Pour reprendre des expressions assez rocambolesques. On va enchaîner sur l'arc des Asahi, que personnellement j'ai trouvé assez ambitieux dans les péripéties qu'il a voulu transmettre, avec le Battle Camp, si j'ai bien compris, organisé du coup par Wakia Komurasaki, qui est toujours président de la WBA, etc. Et qui va introduire du coup les Asahi dans ce tournoi, enfin dans ce camp, et qui vont se confronter du coup à Pri, Bell, Ranzo, etc. Et je trouvais plutôt les aventures vis-à-vis de ce camp assez intéressantes. On nous a ressorti le kayak. En fait, le truc c'est que là, ça n'a pas pris 10 minutes comme dans Z où ça apportait factuellement rien en fait. C'était des péripéties pour des péripéties et il n'y avait pas vraiment de fond derrière. Là, le fait qu'on soit dans un contexte de camp, que ce soit pour un entraînement qui apporte au Beyblade et qu'en plus il y avait un enjeu à la fin qui était le tournoi en duo, j'ai trouvé que c'était assez rondement mené pour qu'on ait une variété dans les activités qu'on nous proposait et pas juste du combat. Au final, j'ai un peu vu comme les bails avec Chaka en fait, tout simplement. Je l'ai littéralement vu comme l'entraînement avec Chaka et où ça apportait quand même deux trois petits éléments assez sympatoches à voir. Donc à ce niveau-là, c'était assez cool. Euh, un truc où j'ai beaucoup apprécié, c'est que les Asahi connaissent Bell et l'ont un peu en admiration. Donc il y a vraiment des connecteurs entre les saisons où même si il s'est factuellement rien passé avec les Asahi dans Quad Drive, et bah, les événements ont une incidence sur le monde de Burst en soi, et ça donne vraiment une vraie unité, une vraie cohérence à l'univers de Burst. Et autre chose qui va aller dans ce sens-là, c'est le personnage de Pax, qui va être un vrai personnage, avec sa vraie personnalité, sa vraie histoire, et qui va pas se cantonner à un rôle de scientifique du Beyblade pour créer la Bey parfaite, comme on nous avait présenté avec par exemple Ashram. Donc pour ceux qui le remettent pas, c'est le chef du Snake Pit. Donc ça va être un vrai personnage qui, en fait, aurait voulu participer à la God Blader Cup pour combattre Val, être son rival, etc. Mais qui sera gravement blessé au bras et qui n'aura pas pu continuer sa carrière de Blader. Et qui du coup transfère ses ambitions sur Prix. Et c'est particulièrement intéressant de voir que le conflit interne qu'affronte Pax va se répercuter sur Prix et va avoir des conséquences sur sa relation en termes de frère et sœur. J'ai l'impression que c'est la première fois dans Beybladeverse, si ce n'est dans Beyblade. Non, il y avait un peu de ça dans Bakuten Shoot avec Hitoshi et Takao, c'est pas faux. Mais qu'on explore vraiment la relation de fraternité. Et ce que ça implique, en fait, d'un grand frère sur un petit frère ou une petite sœur. Donc, parce qu'on a déjà eu des frères et des sœurs dans chaque saison de Burst quasiment. Et là, on a vraiment abordé le lien entre les deux personnages. Et ça m'a fait plaisir. Donc tout ça pour dire que du coup, Pax, qui était un blader dans un club d'Angleterre, alors, ils ont justifié ça comme... alors, si je l'ai bien compris, il s'est blessé avant que le tournoi international des bladers en équipe commence. Parce que sinon, effectivement, ça donne une incohérence avec le club des Royals, où il y avait Gassan Mada qui, lui, était aussi anglais. Donc à ce niveau-là, j'espère que c'est ce que j'ai compris. Sinon, ouais, j'ai bien aimé le fait que ses ambitions soient justifiées par des événements antérieurs. Donc ça, c'était plutôt cool. Les Asahi sont fidèles à eux-mêmes. Ils sont pas trop présents, surtout Yuga.
qui est celui que j'aime le moins concrètement. Ils font vraiment office de personnages secondaires qui sont juste présents dans l'arc. Ils sont pas plus gênants que ce qu'ils sont pertinents, donc moi ça me va. La progression de prix est très dépendante de sa relation avec Pax, et on sent que mine de rien, elle perd de plus en plus confiance en elle vis-à-vis de justement la confiance que Pax ne lui accorde pas en fait. Parce que il va se passer un moment assez awkward, pour parler comme les Anglais, euh, où Pax va concrètement dire après t'es pas là pour gagner, t'es là pour faire ce que je te dis. Et où Pri va le prendre pour elle et va concrètement commencer à vraiment perdre confiance. Et va peut-être se rendre compte qu'effectivement, elle est plus l'objet des ambitions de son frère que une vraie personne, sachant que sa quête de personnalité, c'est une vraie thématique qui a été abordée auparavant. Donc, le développement de Pri, pour l'instant, est très cohérent et très solide, en fait, et j'ai l'impression que ça veut transmettre un vrai message et raconter une vraie histoire. Et à ce niveau-là, je trouve ça très cool, personnellement. Je suis également très content que Belle soit pas totalement jeté aux oubliettes, parce que du coup, il me semble qu'il avait quasiment vaincu Shaka, il lui avait pris un point. Là, avec les Asahi, il arrive à vaincre Yuga en solo. Donc c'est plutôt cool. On voit quand même qu'il continue de progresser dans sa quête. Et c'est très intéressant. Pour l'instant, on en arrive à un stade où c'est toujours pas incohérent de pas les avoir croisés dans la série. Parce que, ok, Ken faisait ses affaires avec sa troupe d'itinérants du spectacle, Shaka était dans son dojo, les Asahi étaient dans leur club, chacun faisait sa petite vie dans son coin, ils ont pas croisé Belle. Ok, d'accord, je peux l'admettre. Après, il va y avoir Aiga. On en parlera quand on abordera du coup l'épisode prochain. Mais pour l'instant, ça va bien. Je les attends au tournant pour l'épisode 14 parce que c'est littéralement ce que ça va aborder. Enfin bref. Toujours est-il que du coup, on a eu l'introduction également de Twister, si j'ai pas de bêtises, ouais, Twister Pandora, qui est la type défense, du coup, de type vent. Et où du coup, comment dire, Pri va s'en servir du coup dans l'espèce de tournoi en duo qu'elle va faire avec Belle. Et elle va vraiment avoir un giga boost d'énergie en combattant avec Belle. Et Pax le prend assez mal parce que c'était pas du tout les ordres qu'elle devait suivre, mais que ça apporte quand même à son Schmidblix, si tu veux. Et c'est ça qui va du coup motiver la réaction de Pax à lui dire qu'elle doit faire uniquement ce qu'il lui demande et rien d'autre. Et il y a également une petite scène où il essaye un peu de saboter leur équipe, ce qui les fait perdre contre les Asahi dans ce tournoi en duo. C'est un petit tournoi, il dure qu'un seul épisode, mais voilà. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça intéressant aussi. Je trouve ça intéressant aussi que Pac soit vraiment acteur dans ses ambitions et dans ses plans, et que ce soit au final un vrai personnage. Et qui, en plus, euh, n'est pas méchant pour être méchant. Il y a une vraie justification d'acte derrière, un vrai traumatisme qu'on sent qu'il a vécu, et je trouve ça personnellement très cool. En tout cas, de mon point de vue. Donc, à ce niveau-là, j'avais plutôt rien à dire. Euh, Si, un truc que j'ai adoré, euh, Valt s'est cantonné à être le rôle de coach. Et ça, bordel, je demandais que ça depuis au moins Chose Z. Depuis au moins la fin de Chose Z, je ne demandais que ça. Je ne demande pas que Valt ne soit plus dans l'histoire, je ne demande pas qu'il n'ait plus d'importance, je ne demande, je ne demande pas que ce soit un personnage secondaire. Je demande à ce qu'il ait un rôle cohérent avec l'univers de Burst qui a progressé vis-à-vis de la timeline. Je demandais que ça, et bordel, le mettre en tant que coach ou duo d'un des personnages principaux. Mon chat est en train de chasser, je suis désolé. Donc le mettre en tant que assist, c'est exactement le rôle qu'il lui fallait. Et ça me rend fou de me dire que il a fallu attendre une saison annexe, parce que factuellement, c'est pas comme ça qu'était pensée la série, où vous le sentez venir, il n'y avait aucune Valkyrie à vendre, pour avoir un développement digne de ce nom. Je trouve ça. Je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage que ce qu'on aurait dû avoir depuis quelques saisons et ce qui aurait pu remplir un certain potentiel n'est présent que maintenant. Je trouve ça vraiment dommage. Tout ça pour dire que du coup, Valt va team up aussi avec Ranzo. Et du coup, c'est ces deux-là qui vont remporter le tournoi en duo. Donc c'est plutôt cool.
de voir que Hanzo n'est pas jeté aux oubliettes aussi, et qu'il progresse aussi, parce que c'est pas Val qui l'a carry non plus, les deux agissent chacun de leur côté, et vraiment de manière très cohérente. Et il y a une vraie discussion d'équipe entre les deux, donc personnellement j'ai beaucoup apprécié. Pareil, ce petit arc-là aura développé du coup plus Pax qu'autre chose, ainsi que du coup Pri et sa relation avec lui. Donc vraiment très cool. Vraiment très cool. L'épisode 14, du coup, on n'en sait pas plus que, à part le fait que du coup Aiga est chez Belle et où il va y avoir apparemment du combat. Vous me sentez venir, j'attends avec impatience de la cohérence. Là, ils m'en ont servi. Ils m'ont servi de la continuité avec Pax, please, de la continuité avec Aiga. Et vous m'avez trouvé une bonne excuse pour tous les personnages jusque-là, sauf Drum. Vas-y, Drum, vas-y. On le met de côté. Peut-être Quitte aussi à la limite, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'excuse, je m'en fous. C'est pas un personnage très important. Drum, je l'ai encore là. Mais bon, admettons. C'est fait, c'est fait. Aiga, je vous attends au tournant au moins autant qualitativement que pour Ken, Shaka et les Asahi. Au moins autant. Donc, pour l'instant, mais le Dwarf Quad Strike, c'est un grand oui. C'est un grand oui. J'aime beaucoup le personnage de Pri, j'aime beaucoup le fait que notre team de héros soit développé plus ou moins de manière équitable, que Belle soit pas jeté aux oubliettes, qu'on n'oublie pas Ranzo, qu'il soit bien mis en valeur. Franchement, c'est plutôt bien écrit. Et, j'ai failli l'oublier, en fait, j'ai l'impression que le pouvoir élémentaire, c'est tout simplement comme les résonances de chacune des saisons, en fait. Je l'avais oublié, parce que dans Code Strike, dans Code Strike, pardon, on n'a pas spécialement de notions comme le Gold Turbo, le Flare, ou la résonance tout court. Et du coup, ça m'était un peu sorti de la tête, mais en fait, je pense tout simplement que le pouvoir élémentaire, c'est la résonance de cette saison. Et que du coup, ça me fait un peu mal, mais on n'aura pas spécialement plus d'explications que ça, et que ce sera juste le pouvoir de de Pandora de manière générale, comme c'était le pouvoir de Len, Hikaru et Yuga pour le faire. Ce qui du coup, me gêne pas tant que ça, d'une certaine façon. Mais toujours est-il que bon, si j'ai une explication, je la prends. Là, pour l'instant, j'arrive à peu près à m'y retrouver. Je m'y retrouve personnellement dans ce que m'a proposé Code Strike pour l'instant. L'animation, par contre, c'est toujours aussi difficile, hein. Les combats en 3D sont sublimes, vraiment. Comme j'ai dit, la mise en scène, des fois, comme avec le combat contre Shaka, c'est vraiment très cool. Même la chorégraphie lors des combats, chaque combat est vraiment assez unique. De mémoire, il y a juste des affrontements entre Belle et Yuga, j'ai trouvé ça. Enfin, ça se tapait pour se taper. Je trouvais pas ça vraiment intéressant à regarder. Mais les combats en duo étaient très pertinents. Il y avait de la bonne animation 3D, mais en 2D, ça pêche beaucoup. J'espère que ce hiatus sera l'occasion de travailler tout ça sans mettre les animateurs dans le rush, parce que j'ai l'impression que ça a été plus ou moins le cas. Parce que de ce que j'en ai compris, c'est pas encore officiel, mais si vous avez regardé ma vidéo avec Playmaker concernant les news de Beyblade X, ça a l'air d'être OLM qui s'occupe de l'animé. Donc ils sont potentiellement deux projets Beyblade en parallèle avec tous les autres projets animés qu'ils ont comme Pokémon. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient été dans le rush pour ces 13 premiers épisodes. Si ça a été commandité par Hasbro et qu'ils aient été en mode bon allez les gars, il y a X qui arrive bientôt, faut vendre nos produits, donc vous nous balarguez ça le plus vite possible et puis vous démerdez. Ça m'étonnerait pas et ça me ferait chier honnêtement. Ça me ferait chier. Donc j'espère que les 13 prochains et derniers épisodes, si on est sur une série de 26 épisodes, seront d'un meilleur acabit en termes d'animation. Surtout que là, on va rentrer dans l'acte un peu final de la série, parce qu'il va nous rester plus que quitter Aiga, si je dis pas de bêtises. Et potentiellement, du coup, un affrontement contre Pax, parce que ça se dessine clairement, et on le voit clairement comme un antagoniste. D'ailleurs, je me suis fait une remarque, et c'est assez marrant, parce que Pax, du coup, s'est blessé le bras, et je me suis dit, c'est con, parce que quand même, je pense qu'ils vont en faire un antagoniste. Mais du coup, comment ils vont se démerder pour le faire jouer? Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé de Ryan, qui était un personnage de Bewish, qui était aussi une saison produite par Hasbro, qui avait en fait une espèce de bras bionique avec lequel il pouvait lancer sa toupie. Et s'ils nous refont le coup, ça peut être une belle référence et en même temps un élément très pertinent. Donc voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant ces épisodes. Comme d'habitude, je vous attends dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de ces différents épisodes. N'hésitez pas à souligner des points que j'ai potentiellement oubliés. Je vous avoue que moi, quand je fais mes reviews, c'est souvent à chaud. Je note dans ma tête des petits éléments qui me paraissent pertinents.
que ce soit vis-à-vis de la continuité globale de la série ou de ce qu'on nous introduit. Mais comme ça a été le cas auparavant, j'ai certainement oublié des points fort intéressants. Donc n'hésitez pas à me faire remarquer tout ça en commentaire. J'espère qu'on se retrouvera le plus vite possible pour parler de l'épisode 14. Et sur ce, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.